Chers amis, bonsoir et bienvenue dans notre 5e séance en direct du MOOC Sorbonne Droit des entreprises, déjà notre avant-dernière séance. Et ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir Dominique Ledouble. Donc Dominique qui est expert comptable, commissaire aux comptes, docteur en droit, également président honoraire de l'Ordre national des experts comptables. Et c'est vraiment précieux d'avoir un professionnel tel que lui avec nous parce qu'il va nous apporter un éclairage pratique, notamment, alors tu connais les problématiques juridiques, mais aussi les problématiques que rencontre le commissaire aux comptes dans une société. Donc nous reparlerons d'ici peu du rôle du commissaire aux comptes. J'ai également avec moi, vous la connaissez, Anne-Charlène Bezzina, docteur en droit public de l'Université de Paris 1, droit public, mais tout de même intéressé aux problématiques qui touchent aux sociétés. Et une question que l'on nous pose parfois, qu'on peut se poser nous aussi, imaginons que l'État soit actionnaire d'une société, alors est-ce que ça reste une société, est-ce que ça reste une entreprise si l'État est actionnaire ? Alors tout d'abord, bonsoir à tous. Oui. Ça reste une société. Les sociétés où l'État participe ne sont pas obligées de changer de forme juridique. Alors, on connaît essentiellement des entreprises il y en a au niveau local, mais même au niveau de l'État. Il y a certaines formes juridiques particulières, comme les sociétés d'économie mixte, où justement il y a du public et du privé, ou les sociétés publiques locales. Mais la forme choisie, c'est souvent celle des sociétés anonymes. Donc oui, on peut être une entreprise et pourtant accueillir l'État au titre de ses actionnaires, l'État ou les collectivités publiques. D'accord. Dominique, dans ton expérience de commissaire aux comptes, on va parler du rôle du commissaire aux comptes d'ici peu, mais une question qui me vient, tu as été commissaire aux comptes de sociétés d'économie mixte ? Assez rarement, et il faut bien savoir que c'est des sociétés qui sont plutôt plus risquées que d'autres à contrôler, simplement parce que c'est pas forcément facile de faire cohabiter dans une même structure juridique des gens qui ont des réflexes, une culture, des objectifs et des problématiques différentes. Ce qui est le cas quand vous avez à la fois des gens qui sont des entrepreneurs, je dirais généralement quelconques, et puis des collectivités locales. Et c'est jamais très simple. Il y a souvent des quiproquos ou des malentendus qui proviennent du fait que c'est pas simple de faire cohabiter des acteurs différents au sein d'une même structure juridique. D'accord. Très bien. Donc le principe, c'est que nous faisons le live en question, et le live en question, ça va nous voir répondre aux questions que des participants au MOOC vont poser par le biais de Twitter. Donc nous avons des questions qui arrivent, nous avons recueilli aussi des questions sur le forum, et nous allons y répondre. Ça nous permet de dialoguer avec cet amphi de taille gigantesque, puisque vous êtes 10 000 ou quasiment 10 000 à participer au MOOC. Et voilà, c'est une expérience assez intéressante. Alors nous ne répondons pas, je te rassure, tu pourras rentrer chez toi un jour. Nous ne répondrons pas à toutes les questions, mais à certaines questions les plus pertinentes. Les autres reçoivent une réponse sur le forum, grâce notamment à nos community managers très efficaces, et aussi grâce à votre interaction, puisque vous répondez. C'est le principe du MOOC, c'est interactif, mais c'est aussi coopératif, contributif. Vous répondez aux questions que posent d'autres participants. Et nous intervenons parfois pour préciser, pour ajouter un élément qui manquerait, ou parfois pour corriger, parce qu'on peut aussi se tromper, mais ça fait partie du processus d'apprentissage. Voilà, Anne-Charlène, vous avez répondu vous-même à des questions. Oui, et on en a qui défilent et qui sont toujours pertinentes et auxquelles on s'intéresse, évidemment, pendant tout ce processus de MOOC. On apprend et on essaie de répondre à tout ce qu'on voit arriver. C'est passionnant, c'est très riche. C'est intéressant, et ça nous permet aussi à nous de voir quels sont précisément les sujets qui posent plus problème que d'autres, ou il y en a peut-être qui sont tellement compliqués que vous n'osez même pas poser de questions. Mais voilà, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de ce MOOC que nous avons mis en place, et c'est important. Alors nous allons voir dans le live en question 3 thèmes. Il ne faudrait pas utiliser cela si vous êtes étudiant comme plan de dissertation, parce que c'est un plan
élément qui ne se répond pas bien, les décisions des associés, les décisions ordinaires, les décisions extraordinaires. Et nous allons tout de suite commencer avec les décisions des associés. Nous allons voir des règles générales, les règles générales qui s'appliquent à la manière dont les associés prennent les décisions dans la société. Alors, première chose, il y a un processus de prise de décision classique, celui que l'on imagine assez facilement dans une société, c'est l'assemblée. L'assemblée, c'est un peu l'image d'Épinal où les associés arrivent dans une grande pièce, on peut imaginer une sorte d'amphithéâtre, et ils sont là, une sorte de réunion politique, mais de la société, et pendant cette réunion, le dirigeant va présenter sa gestion, les administrateurs sont autour de lui s'il y en a, et un actionnaire se lève, objecte. Alors c'est vrai que certains films ont popularisé, je pense à une scène du film Wall Street par exemple, vous savez la fameuse scène Greed is Good, c'est vrai que ça popularise cette image. Il faut vous dire que la réalité des sociétés françaises n'est pas systématiquement celle-là. Il n'y a pas de grandes déclarations politiques lors de toutes les assemblées de nos sociétés. Vous le savez, certaines assemblées se tiennent même sur le papier, même si ça n'est pas une bonne pratique. Il est possible, je crois que c'est un fait avéré. Dominique, je ne te demande pas de confirmation là-dessus, mais il y a des assemblées pour lesquelles on dit qu'une assemblée s'est tenue et en réalité on fait circuler un procès-verbal à des personnes qui ne sont pas venues ce jour-là à l'assemblée et qui attestent avoir été présentes à l'assemblée. Mais une assemblée telle que le code de commerce ou telle que le code civil la conçoivent, une assemblée, c'est une réunion effective des associés. C'est la manière la plus contraignante en réalité de prendre les décisions collectives, parce que ça veut dire qu'il faut convoquer, qu'il faut que les associés se déplacent, même si on va parler aussi de visioconférence, il faut que les associés se déplacent, et cela veut dire qu'il faut organiser cette réunion. Voilà. Si vous êtes associé de nombreuses sociétés, vous aurez du mal à suivre toutes les assemblées, à être présent à toutes les assemblées. Voilà pourquoi il y a d'autres modes de prise de décision dans les sociétés. Et une forme de société dont nous avons parlé à plusieurs reprises, qui est la SAS, permet que les statuts prévoient d'autres modes de prise de décision par les associés et des décisions qui doivent être, nous dit le Code de commerce, collectives, mais qui ne sont pas nécessairement des assemblées. Donc ce pourra être par exemple un document qui circule entre les associés et qu'ils vont signer, une consultation écrite, ou pourquoi pas des assemblées par visioconférence. Dominique, tu participes des fois à des assemblées qui se tiennent sur Internet ou par visioconférence ou ces différents modes de communication? Écoute, je vais te dire, ça m'est arrivé plusieurs fois. Il se trouve, je dois porter malheur à la société où c'était, mais ça s'est pas très bien passé. Voilà. Mais c'est vrai que ça se développe et que, Dieu merci, ça va dans le sens d'une simplification, notamment pour les sociétés qui ne sont pas de très grandes sociétés, où c'est quand même plus simple d'avoir les actionnaires ou les associés au téléphone ou sur Internet. Alors, vous avez des sociétés plus réglementées que d'autres. Dans la SAS, on n'a pas de réglementation particulière. On nous dit qu'il faut que ce soit des décisions collectives, du moins un certain nombre de décisions doivent être collectives. Par exemple, la décision d'approbation des comptes et d'affectation du résultat doit être une décision collective. Une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'on pourrait prévoir dans les statuts que les associés reçoivent un email et que cet email leur demande d'approuver les comptes, leur envoie les documents sociaux et qu'ils doivent répondre à cet email par oui ou par non. Est-ce qu'il y a là une décision collective à ton sens ? Écoute, sur le plan juridique, je te laisse la réponse, mais sur le plan pratique, ça se fait. Ça se fait même assez régulièrement. Et très franchement, je pense qu'il y a tout de même un minimum de collectif par le fait qu'on peut répondre, on peut mettre des observations. L'ensemble des observations des uns et des autres sont évidemment communes. Et donc, il y a un minimum de vie collective. En tout cas, c'est souvent impossible de faire autrement dès lors que, pour une raison X ou Y, soit d'activité, soit de taille, etc.,
les actionnaires ne sont pas tous à Paris. Ils peuvent être à l'autre bout du monde, et donc voilà, on est au moins sûr qu'ils vont participer à cette décision, même s'ils ne sont pas physiquement présents. Alors oui, un conseil qu'on peut donner, c'est que même si on fait quelque chose, en pratique, oui, ce type de réunion se fait, ce type de réunion virtuelle et même ce type d'échange par email se fait. Simplement, il faut faire attention, il faut quand même que, vous vous rappelez que les associés ont un droit important, c'est le droit de participer aux décisions collectives. Et ce droit, il vaut même dans les sociétés par action simplifiée, et c'est un droit, on l'avait évoqué avec Stéphane Sylvestre dans la vidéo qui était consacrée, non pas la vidéo du direct, mais dans la vidéo qui était consacrée à ce droit particulier. C'est un droit qui est important. Il faut que l'associé puisse, s'il le veut, participer aux décisions collectives. Si je reçois un mail et que je ne peux que renvoyer un mail qui dit oui ou qui dit non, a priori, ce n'est pas satisfaisant. Peut-être qu'en pratique, d'ailleurs, beaucoup d'associés ne vont pas faire autre chose que de renvoyer un mail disant oui, mais pourquoi pas non, mais on peut imaginer que ce soit plus rare. Mais en revanche, il faut, à mon avis, dans les statuts, prévoir qu'il y a possibilité pour les associés de mettre en place une phase de discussion collective. Il faut l'avoir écrit dans les statuts. Si les statuts laissent entendre que, quoi qu'il arrive, on ne peut pas se rencontrer, on ne peut pas discuter, je pense qu'on peut avoir un problème, même si en pratique, il est assez fréquent qu'il n'y ait pas véritablement de discussion et qu'il n'y ait pas, pour toute approbation des comptes, une assemblée comme celle du film Wall Street. Alors, il y a un personnage, et tu vois, Dominique, que je vais te solliciter à nouveau, tu le devines, il y a un personnage qui peut être présent à l'Assemblée, parfois est excusé, c'est le commissaire aux comptes. Alors, qui est un personnage qui n'est pas présent dans toutes les sociétés, il est systématiquement... les sociétés anonymes doivent avoir un commissaire aux comptes. Les sociétés par action simplifiée, aujourd'hui, par principe, n'en ont plus, sauf dans certains cas, lorsqu'elles dépassent certains seuils, ou lorsqu'elles sont contrôlées ou qu'elles contrôlent elles-mêmes une société par action, enfin une autre société, pardon, pas nécessairement une société par action simplifiée. Et donc ce personnage, la SARL n'a pas systématiquement de commissaire aux comptes, elle en a un lorsqu'elle dépasse certains seuils ou lorsque les associés ont voulu qu'elle ait un commissaire aux comptes. Que fait le commissaire aux comptes ? Alors, je vais essayer de répondre brièvement à ta question qui est vaste en essayant d'être synthétique. Alors d'abord, la première chose, c'est que le commissaire aux comptes en France est un organe de la société. Ça veut dire que... Comme le gérant, par exemple, de la SARL. Le gérant ou le conseil d'administration, c'est un organe de la société. Donc il a des pouvoirs et des obligations qui lui sont données directement par la loi. Ça n'est pas un prestataire de service. Hein, les relations avec entre le commissaire aux comptes et la société ne sont pas de nature contractuelle. Hein. C'est une particularité française. On peut en discuter de savoir si c'est bien ou pas bien. C'est comme ça. Et on peut au moins être convaincu d'une chose, c'est que ça lui donne un poids et une forme d'indépendance qui est probablement plus importante que dans des situations étrangères où on dit il faut un commissaire aux comptes, mais une fois qu'on a dit ça, on dit rien de plus. On va peut-être clarifier une chose, question bête, mais le commissaire aux comptes, c'est l'expert comptable de la société ? Ah non, ça ne peut pas être l'expert comptable de la société, c'est quelqu'un qui est, par définition, distinct du conseil comptable qui est l'expert comptable, et qui est donc une personne qui est désignée par l'Assemblée générale. Alors, une fois qu'on a dit ça, d'abord, donc, c'est un organe de la société. Deuxièmement, économiquement, si on peut dire, quel est son rôle ? Son rôle, c'est celui d'un tiers de confiance. C'est-à-dire, c'est un tiers, c'est-à-dire que quelqu'un qui joue un rôle d'interface entre différents acteurs économiques. Ça peut être entre les actionnaires et les dirigeants, ça peut être entre les dirigeants eux-mêmes et le conseil d'administration, ça peut être entre des tiers à la société et la société elle-même. Donc, il joue ce rôle de tiers entre différentes personnes. Et deuxièmement, on essaye que ce soit un tiers de confiance, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui apporte un certain nombre de réponses à des questions que les acteurs économiques peuvent se poser, et ces réponses, normalement,
améliore la confiance que l'on peut avoir dans la société, dans ses dirigeants, dans les acteurs économiques. Donc il participe à ce qui est une composante essentielle dans une économie de marché, qui est la confiance que les acteurs ont les uns vis-à-vis des autres. Et troisième point, ce que je voulais dire, c'est que il y a deux aspects dans le commissariat aux comptes à la française, si je puis dire. C'est plus ou moins vrai suivant les pays. Il y a une partie comptable qui consiste à se prononcer sur les comptes. Et puis, il y a toute une partie juridique et qui est liée au droit des sociétés. Cette partie-là, évidemment, elle est liée au droit des sociétés français. Par contre, la partie comptable, elle est universelle. Et j'ai très bien vécu ça, puisque j'ai été professeur sur ces matières-là au Conservatoire des arts et métiers pendant très longtemps. Et pratiquement depuis 10 ans, je disais à mes étudiants, je ferai ce cours à Montevideo ou à Tombouctou sur la partie de comment on contrôle les comptes, je ferai le même cours. Parce que la façon de contrôler les comptes a été normalisée au niveau international, et donc c'est la même démarche partout. Voilà. Voilà ce que je pouvais peut-être dire en quelques mots déjà pour expliquer ce que c'est que le rôle de la commissaire aux comptes. D'accord, donc c'est très éclairant ce rôle double du commissaire aux comptes, qui est un rôle de vérification comptable, mais il ne refait pas la comptabilité de la société, il procède par pointage pour vérifier que les comptes reflètent de manière sincère et en respectant les différentes normes. Voilà, et toute cette démarche-là, elle est normalisée aujourd'hui. C'est-à-dire que si je suis commissaire aux comptes, je ne suis pas comme Maigret. Tu vois, Maigret, il a un crime. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il sort du quai des Orfèvres, il prend sa pipe, il se balade sur les quais, il sent l'air du temps, il réfléchit, et puis voilà. Nous, il y a eu une période très ancienne où on pouvait fonctionner comme ça. Aujourd'hui, on ne peut pas. Hein. Aujourd'hui, il y a la façon dont nous arrivons à notre conclusion sur les comptes, c'est une démarche qui est normalisée. C'est un protocole, si tu veux, si on parle comme en termes médicaux. D'accord, donc c'est plutôt les experts ou une autre série que... Oui, voilà, plutôt que Maigret. D'accord. Oui. Non, mais voilà, donc rôle comptable ou rôle lié au compte, et rôle juridique parce que effectivement, et c'est pour ça qu'on en parle dans ce cours consacré au droit des entreprises, dans ce MOOC consacré au droit des entreprises, le commissaire aux comptes intervient dans un grand nombre d'opérations juridiques de la société, en faisant des rapports pour éclairer les associés sur l'opération qu'ils vont décider ou non, en étant lui-même convoqué aux assemblées, parce qu'il va participer aux assemblées, et c'est un point qui est important, mais il y a des sanctions lourdes pour les dirigeants d'une société qui ont un commissaire aux comptes et qui ne le convoquent pas à l'assemblée. Le ferait-il par inadvertance? C'est 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, si ma mémoire est bonne. Enfin, je ne sais pas si beaucoup de gens sont en prison pour avoir oublié de convoquer le commissaire aux comptes, mais on peut imaginer quand même l'émoi du dirigeant ou de celui qui rédige la convocation de l'Assemblée lorsqu'il s'aperçoit qu'il a oublié de convoquer le commissaire aux comptes. Bon, voilà, c'est peut-être des sanctions très importante. On peut imaginer quand même que cela vise à dissuader, on va faire une opération un peu compliquée, ne convoquons pas le commissaire aux comptes parce qu'il serait capable de nous mettre des bâtons dans les roues, mais voilà, ça fait partie de ce droit pénal des affaires qui parfois prévoit des sanctions qui ne sont pas appliquées, mais qui font peur quand même et qui évitent que l'on ait ces non-convocations de commissaires aux comptes. Donc les décisions des associés, c'est le premier point que nous abordons. Quelques-unes de vos questions que j'ai vu passer, une question notamment relative au démembrement de propriété, c'est-à-dire, vous le savez, que on peut, dans une société, alors ça peut être par exemple parce que ça peut être à des fins d'optimisation fiscale, eh bien je suis dirigeant, je peux conserver l'usufruit de mes droits sociaux et transmettre déjà la nue propriété à mes descendants. Eh bien, dans ce cas-là, on va se trouver avec des situations dans lesquelles on a un droit de propriété qui est démembré, c'est-à-dire que vous avez
quelqu'un qui détient l'usufruit, le droit d'utiliser les parts sociales et de recevoir le bénéfice, et quelqu'un qui détient les autres droits. Et vous avez des règles prévues par le droit des sociétés pour partager les prérogatives entre ces personnes. Alors, suivant les formes de société, cela va être quelque chose comme partage décision ordinaire à l'usufruitier, décision extraordinaire au nu propriétaire, ou décision d'affectation des bénéfices à l'usufruitier et autres décisions au nu propriétaire. Il faut bien comprendre que il y a une réponse claire, c'est que le nu propriétaire est un associé. L'usufruitier, ça fait partie de ces questions mystérieuses du droit. On ne sait pas parce que la Cour de cassation, les textes ne disent rien et la Cour de cassation ne répond pas. On ne sait pas si il est ou non associé. Est-ce qu'il a des prérogatives d'associé? Oui, parce qu'il va aux assemblées et peut prendre certaines décisions. On a un arrêt en 2004 qui nous dit qu'on ne peut pas le priver de son droit de voter sur l'affectation du résultat. Mais ça n'était pas dans les textes. Mais la Cour de cassation ne nous dit pas s'il est associé ou non. Donc il y a des thèses entières écrites pour ou contre l'idée que l'usufruitier soit associé ou non. Des thèses qui pourraient être compromises si en cours de thèse, vous savez que ça dure plusieurs années une thèse, la Cour de cassation venait dire tout d'un coup oui, il est associé ou non, il n'est pas associé. En tous les cas, voilà comment se répartissent les prérogatives entre ces personnes. Même si on a donné énormément de pouvoir à l'usufruitier, il faut toujours, parce que le nu propriétaire est associé, le convoquer à l'Assemblée et lui permettre de participer à l'Assemblée. Alors, autre question que vous avez posée, j'avais vu passer des questions sur les associations. Alors, je précise, je comprends que cela vous intéresse, mais nous n'abordons pas dans le détail le fonctionnement des associations. À certains égards, il est assez proche de celui des sociétés parce que la loi de 1901 ne dit quasiment rien sur le fonctionnement d'une assemblée de sociétaires, c'est comme ça qu'on appelle les membres d'une association, et du coup c'est beaucoup la jurisprudence qui va dégager ces règles, et souvent elle le fait en s'inspirant de ce qui a été jugé pour le droit des sociétés. Donc on va retrouver des principes suivant lesquels, par exemple, si on convoque une assemblée sur un ordre du jour donné, eh bien il faut en principe, respecter cet ordre du jour parce que sinon, vous privez les sociétaires de leur droit à participer aux décisions de l'association. Mais c'est un droit qui est parfois moins exigeant, moins fort parce que les membres d'une association n'ont pas nécessairement mis beaucoup d'argent. Ils ont pu faire un apport en industrie, mais ils n'ont pas nécessairement mis beaucoup de biens dans le groupement. Et du coup, on peut considérer que voilà, ils sont moins en danger que l'associé auquel on ne permet pas de participer à une assemblée, en précisant quand même qu'il y a des associations qui gèrent un patrimoine très important. D'ailleurs, Dominique, tu es peut-être commissaire aux comptes d'associations. Oui, je suis commissaire aux comptes d'un certain nombre d'associations. Oui. Voilà, qui ont des salariés, j'imagine, qui ont des activités économiques importantes. Alors, une question que vous avez posée et qui est une question qui mérite une réponse claire, c'est est-ce qu'une association peut gagner de l'argent? Est-ce que ce serait de la concurrence déloyale? C'était des questions sur le forum qui ne peuvent pas être synthétisées en 140 caractères. Eh bien, une association peut avoir des activités lucratives, mais normalement ce sont des activités qui sont au service des autres objectifs de l'association, et surtout, et c'est une règle très importante, et c'est la grande différence entre la société et l'association, une association ne peut pas distribuer le bénéfice qu'elle va faire par ses activités lucrative, elle ne peut pas le distribuer aux différents membres, alors qu'une société a pour objectif premier de réaliser un bénéfice qui va être partagé entre les associés. On avait vu notamment avec Franck Jantin qu'il y a parfois des problèmes d'abus de majorité, des mises en réserve du bénéfice systématiques et non justifiées, mais en principe, et c'est vraiment un curseur important, vous pouvez avoir une entreprise exploité par une association ou par une société, mais la grande différence, c'est que le bénéfice qui est réalisé, il est distribuable dans la société, il n'est pas distribuable dans l'association, il doit être utilisé pour les objectifs de l'association. Bien.
Donc, nous avons évoqué ces questions de décision des associés et nous abordons une première partie, enfin maintenant en abordant plus dans le détail, nous commençons par voir les décisions ordinaires. Alors les décisions ordinaires, ça n'est pas toujours, parce que la loi emploie parfois ce type de terme. On parle par exemple dans la société anonyme de l'Assemblée générale ordinaire. Par décisions ordinaires, nous entendons par là les décisions qui ne modifient pas les statuts. Donc par exemple, la décision d'approbation des comptes. Chaque année, une société commerciale va, sur l'exercice passé, approuver les comptes de l'exercice passé, approuver en même temps la gestion du dirigeant et constater qu'il y a un bénéfice ou une perte et à ce moment-là décider de ce que l'on fait de ce bénéfice ou de cette perte. Si c'est un bénéfice, est-ce qu'on le met en réserve? Est-ce qu'on distribue une partie ou la totalité aux associés? Ça, c'est une décision qu'on va rencontrer chaque année. En tant que commissaire aux comptes, j'imagine que tu as une période particulière dans l'année, Dominique, où tu es particulièrement sollicité. Oui, enfin bon, c'est vrai que la plupart des sociétés clôturent leurs comptes au 31 décembre, mais enfin bon, il y en a un certain nombre qui étalent un peu leurs assemblées, donc on arrive à vivre. Mais là-dessus, on observe d'ailleurs sur les 10 ou 15 dernières années un phénomène tout à fait intéressant, et qui est le raccourcissement du calendrier. C'est-à-dire que quand j'ai démarré dans cette honnête profession, le calendrier il était simple, hein, on finissait le 31 décembre, on faisait sa déclaration fiscale pour la fin avril, et on faisait l'assemblée et le gueuleton entre le 28 et le 30 juin. Hein, c'était ça le calendrier absolument typique de toutes les PME de France et de Navarre, et même des grandes. Alors ce qui a beaucoup changé, c'est encore un peu vrai des PME, mais ça a quand même le calendrier remonté. Mais s'agissant des grandes entreprises, on a maintenant un calendrier beaucoup plus court, qui est que le conseil d'administration qui arrête les comptes, il est dans la première quinzaine de février, alors qu'avant, il était dans la première quinzaine d'avril. Et par voie de conséquence, les assemblées, elles aussi, sont beaucoup plus tôt. Elles sont au mois de mai, les mois de mai, au fin avril, elles sont plus du tout ce qui permet dans la peut-être de multiplier le repas d'après-assemblée. Voilà, ce qui étale quand même beaucoup les choses. Et donc ça, c'est pour le travail à la fois du directeur financier, du comptable des entreprises et le commissaire aux comptes, ça a beaucoup changé la façon de voir les choses. Puisque avant, on attendait que les gens finissent leurs comptes pour intervenir. Maintenant, c'est impossible, on n'a pas le temps. Donc il faut faire les choses en amont. Ça a beaucoup changé les choses. D'accord, puisqu'il y a ce travail de vérification des comptes qui est fait, tu n'attends pas la convocation de l'Assemblée générale pour commencer à regarder. Voilà. Très bien. Et donc, alors, il y a un aspect précisément à propos de cette Assemblée, il y a, j'imagine, un aspect de dialogue entre toi, commissaire aux comptes, et les dirigeants. Si tu vois, par exemple, en examinant les comptes, qu'il y a une provision qui a été passée ou qui n'a pas été passée. C'est plutôt ce cas-là. Oui. Voilà. Tu vas peut-être, tu vas le signaler, tu vas poser des questions, tu vas demander pourquoi on a procédé de cette manière. C'est un dialogue qui est très nourri ou c'est plutôt quelque chose où tu te contentes d'observation et puis après ton couperet tombe, tu certifies ou tu ne certifies pas. Comment ça se passe en pratique? Non, en pratique, d'abord, il y a un facteur qui est important d'avoir en tête, c'est ce qu'on appelle le seuil de signification, la matérialité. C'est-à-dire que les comptes d'une société, même moyenne, a fortiori quand elle est très grande, c'est des centaines, voire des milliers ou des centaines de milliers d'écritures. Et c'est le tout qui fait les comptes. Bon. Et donc, on comprend bien que c'est pas parce qu'une petite écriture de 3 francs 6 sous est mauvaise que ça va remettre en cause la totalité des comptes, même si arithmétiquement, on dit, monsieur, vous vous êtes trompé, il faut corriger ça. Donc, on a cette question du seuil de signification qui consiste à dire, on dérange les gens que pour des choses qui en valent la peine. Et quand on les dérange, effectivement, on les dérange, on dit, monsieur, voilà,
vous n'avez pas passé cette provision alors que vous avez un procès sur le dos ou que vous allez avoir à faire un licenciement. Malheureusement, c'est un peu d'actualité. Et il n'y a rien de provisionné. Alors expliquez-moi pourquoi. Bon, alors, à partir de là, se noue un dialogue qui est à la fois sur le fond, c'est-à-dire les faits, hein, et puis sur le filtre qui est la règle comptable applicable, qui nécessairement crée en soi une problématique. Bon, voilà. Et puis après, chacun prend ses décisions. On dit, monsieur, voilà, nous, on n'est pas d'accord avec vous. Donc, on va être obligé de dire au conseil d'administration, puis ensuite dans notre rapport, qu'on n'est pas d'accord et que donc... alors après, il y a différents cas de figure. Hein, pour faire simple, il y a le cas où on estime que il y a un problème, il est significatif, mais il est ciblé. Et on en connaît l'incidence, on peut en mesurer l'incidence de manière assez exacte. Bon, à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle une réserve. C'est-à-dire, en gros, on dit, voilà, les comptes de l'année, ils sont bons, sauf ça. Donc, dans ce cas-là, tu certifies avec des réserves. Avec une réserve, en disant, voilà, j'ai une réserve, je ne suis pas d'accord avec la manière dont a été comptabilisée telle ou telle chose. Voilà. Et l'incidence de ma réserve s'étend. C'est-à-dire que si on avait passé l'écriture, c'est pourquoi l'incidence, si on avait passé l'écriture, le bénéfice aurait été réduit de temps. Bien. Et puis il y a le cas où il y a soit une réserve très grosse dont on n'arrive pas à mesurer l'incidence, soit une série importante de réserves, auquel cas on refuse de certifier. On dit, écoutez, je ne suis pas capable de me prononcer, mais la plupart du temps, on refuse de certifier. Voilà. D'accord, ce qui est évidemment très mauvais pour l'image de la société. Même, hein. C'est quand même assez rare. Dans les statistiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, c'est 1% par an. Bon, mais quand même, oui, ça existe. Ça existe. Et effectivement, dans les périodes de crise telles que celles que l'on traverse, il y en a plutôt plus que dans les périodes où tout va bien. Hein, voilà. D'accord. Alors, pour terminer sur ce rôle du commissaire aux comptes, on peut aussi dire que statistiquement, on s'aperçoit qu'ils sont plus embêtés, je veux dire par là, leur responsabilité est plus recherchée pour avoir été, peut-être laxiste est un terme trop fort, mais pour avoir certifié des comptes alors qu'en réalité il y avait des problèmes, que l'inverse. Il y a assez peu de décisions sur le sujet, mais il y a un arrêt par exemple du 18 février 2014 où la Cour de cassation va considérer qu'il n'y a pas de responsabilité du commissaire aux comptes qui avait refusé de certifier ou qui avait attendu avant de certifier parce qu'on considère qu'il avait des doutes légitimes sur la situation des sociétés en cause, parce qu'il y avait une opération qui était discutable, qui était peut-être de l'abus de biens sociaux, qui risquait d'être annulée, et ce n'est qu'une fois le commissaire aux comptes rassuré qu'il avait accepté de certifier les comptes, et de manière assez attendue, la Cour de cassation nous dit que c'était légitime et que sa responsabilité n'est pas engagée. Mais c'est vrai qu'en termes d'image, pour une société, avoir des comptes non certifiés, on peut penser que ça ruine son crédit, je ne sais pas si durablement, mais en tous les cas, ça peut lui poser un véritable problème. Oui, ça pose en général un problème sérieux, parce que, je parle de refus de certifier, des réserves, il y en a quand même assez fréquemment, ça pose un vrai problème de crédibilité, parce que ça veut dire qu'il y en a un ou qui se trompe globalement, ou qu'il y a quelqu'un qui est de mauvaise foi. Bon. Comme en général, sauf cas particulier, c'est pas le commissaire aux comptes qui est de mauvaise foi. Ça arrive, il y a eu quelques arrêts là-dessus. Bon, mais donc ça met en cause la crédibilité au mieux et la bonne foi au pire des dirigeants sociaux. D'accord, très bien. Alors, parmi les décisions ordinaires, on peut en évoquer d'autres. Il y a la désignation des dirigeants, et ça concerne même les sociétés que nous avons déjà évoquées, les sociétés dans lesquelles l'État est actionnaire ou des collectivités sont actionnaires. Nous avons d'autres décisions qui sont des décisions ordinaires qui ne modifient pas les statuts, une décision en particulier, et là encore c'est le commissaire aux comptes qui va être de la partie, ce sont les conventions réglementées. Vous connaissez les conventions réglementées, Anne-Charlène ? J'aurais dû peut-être m'orienter vers des études de commissariat aux comptes, alors finalement, mais pour le moment, vous découvrez une vocation, je découvre une vocation avec plaisir, comme tous nos participants, nos questions nombreuses, tout en essayant de live-tweeter, en effet. Bon. Alors, les conventions réglementées, c'est une notion que les juristes de droit des affaires connaissent, parce que c'est quelque chose qui nous fait réagir, parce que c'est lié à la problématique des conflits d'intérêts. Les conventions réglementées, alors,
ça ne veut pas dire grand-chose, d'ailleurs, convention réglementée, mais cela veut dire que normalement, une société, je réponds directement à une question d'ailleurs qui touche au conflit d'intérêts, vous vous demandez si dans une SARL où le gérant est majoritaire à 67%, il peut participer au vote de sa rémunération. Eh bien, par principe, oui. Alors, il peut décider de ne pas participer, mais par principe, il a le droit de participer parce que la loi ne lui interdit pas de participer. Et le principe, c'est que ce n'est que lorsque la loi prévoit une interdiction de vote que l'on peut interdire à un associé de voter. Les statuts ne peuvent pas décider, même si ça semble très sain de dire qu'on ne vote pas sur sa propre rémunération parce qu'on est en conflit d'intérêts. Ce n'est que si l'associé volontairement accepte de ne pas participer à ce vote cette non-participation est fondée. Mais on ne peut sûrement pas lui dire, vous, comme vous êtes intéressé, vous ne votez pas. Alors, les conventions réglementées, de quoi s'agit-il? Une société peut normalement conclure, comme toute personne physique, une société peut conclure une convention avec qui elle le souhaite, dans le respect bien sûr de l'ordre public, notion que vous connaissez même en droit public, et surtout en droit public. Voilà. Et une société peut conclure une convention avec ses dirigeants. Sauf que vous imaginez bien que le dirigeant, eh bien, si je suis directeur général, vous êtes associé de la société, et vous découvrez que moi, directeur général, j'ai signé avec notre société une convention par laquelle, par exemple, eh bien, la société va refaire l'aménagement intérieur de ma villa. Voilà un type de convention. Est-ce que la société n'a pas le droit de faire ça ? Si c'est l'activité normale de la société, bien sûr que oui, elle a le droit. Mais tout dépend de à quelles conditions cette opération se fait. Peut-être que j'ai profité de ma position de directeur général pour obtenir un tarif que la société ne pratiquerait jamais avec ses clients normaux, c'est-à-dire que on me facture le tiers ou la moitié du prix parce que je suis le directeur général. Mais je n'ai pas eu de mal à négocier cela parce que la négociation, j'étais face à mon miroir et j'étais en train de dire, mais vous, monsieur le directeur général, je vous demande de m'accorder un tarif parce que je suis un très bon client. Et mon miroir me répondait, ah, vous êtes dur en affaires, mais bon, parce que c'est vous, eh bien, on accepte de vous accorder ce tarif. Donc, pour éviter ce genre de situation, on aurait pu interdire purement et simplement à la société de faire des contrats avec ses dirigeants, mais on a prévu dans la loi une voie différente, c'est-à-dire que les conventions ne sont pas interdites, elles sont contrôlées. Donc on peut le dire, la plupart des sociétés, nous avons dans les SARL, dans les sociétés anonymes, dans les sociétés par action simplifiée, nous avons un mécanisme de contrôle de ces conventions qui passe, alors qui est plus ou moins compliqué. Dans la société anonyme, on le connaît bien, il est assez lourd. Avant que la convention soit conclue, le conseil d'administration va donner une autorisation préalable, puis la convention est signée, on se tourne alors vers le commissaire aux comptes qui doit faire un rapport sur la convention et la convention va ensuite être soumise à l'Assemblée. Généralement, c'est l'Assemblée d'approbation des comptes qui, dans le même temps qu'elle approuve les comptes, va dire... En 2013, par exemple, si nous sommes en 2014 et en train de faire l'approbation des comptes 2013, monsieur le commissaire aux comptes, avez-vous vu des conventions qui relèvent du régime des conventions réglementées? Et le commissaire aux comptes a fait un rapport et il va dire, eh bien oui, je constate que monsieur Dondero, le directeur général, a bénéficié d'un contrat avec la société qui a été autorisé par le conseil d'administration, mais je constate que les prestations que dans le contrat, il est prévu une réduction de 50% du montant de la facture. Et là, je te mets, Dominique, en situation pratique. Que ferais-tu dans ce cas-là? Est-ce que tu vas faire une appréciation en disant que la convention n'est pas normale, que la société n'aurait pas dû la signer? Et je te pose une question à laquelle je sais que ta profession est sensible. Est-ce que tu as l'obligation d'enquêter, comme le commissaire Maigret ou d'autres détectives de fiction, d'enquêter pour chercher les conventions réglementées qui n'auraient pas été signalées? Alors, je vais te répondre d'abord par un préalable qui est que le régime des conventions réglementées a une portée variable
en fonction de l'intérêt que l'on porte aux droits des actionnaires. Jusqu'au grand réveil du droit des actionnaires, c'est-à-dire il y a une quinzaine d'années, hein, on était dans le règne de la société statutaire et tout le monde était en train de dire que finalement tout ça ne servait pas à grand-chose. Et puis au fur et à mesure que la bourse a repris de la vigueur, que les actionnaires ont repris une partie des droits qu'ils avaient finalement assez largement abandonnés, et bien la question des conventions réglementées, qui paraissait être un truc notarial sans intérêt, est revenue au centre de beaucoup de discussions. Revenu au centre de beaucoup de discussions parce que c'est la question de l'égalité entre les actionnaires qui est derrière. Hein, il y a effectivement la question des relations entre le dirigeant et la société pour éviter qu'ils se servent les matins, tous les midis, tous les soirs. Et puis il y a la question plus générale qui est de se dire, oui, mais voilà, je prends un exemple, évidemment, c'est simplement pour me faire comprendre, voilà, Bouygues est l'actionnaire de référence de TF1, les deux sociétés sont cotées, comment est-ce qu'on regarde les relations financières, les frais de holding, les ceci, les cela qui peuvent exister entre la société de télévision et la société de BTP. Voilà, pour prendre un exemple qui est archi connu, et où cette question a pu donner dans le passé des difficultés de compréhension ou des difficultés réelles d'un certain nombre d'actionnaires disant « mais oui, mais moi, je suis actionnaire de TF1, donc je suis minoritaire, hein, vous êtes l'actionnaire majoritaire, et comment est-ce que vous n'êtes pas en train de me léser au niveau des prestations que vous facturez à votre filiale ?» Donc aujourd'hui, c'est une question chaude, si je puis dire, hein, alors que pendant très longtemps, ça a été une question froide. Voilà. C'est une question chaude. Deuxièmement, c'est une question qui est un peu, pour nous, pas forcément facile, parce que, comme tu viens de le dire, les normes ne nous obligent pas à rechercher des conventions qui n'auraient pas passé le filtre du conseil d'administration d'une société anonyme. Bon. Quand on en trouve, on dit « Monsieur, j'ai trouvé ça hein », mais on ne nous reproche pas de ne pas avoir éventuellement trouvé une convention si elle est suffisamment bien cachée ou simplement si elle est importante pour la personne physique, mais relativement peu importante pour la société elle-même, ben on ne tombe pas nécessairement. On n'a pas précisé, mais c'est important, qu'il y a des conventions qui échappent à ce dispositif. Ce sont les conventions courantes conclues à des conditions normales. Voilà. Voilà, le dirigeant d'une société d'articles de sport qui achète même vélo, avec qui achète un vélo, même avec une légère réduction, eh bien voilà, il n'a pas à aller avant d'aller faire l'achat, d'aller voir le conseil d'administration pour leur dire j'envisage d'acheter un vélo. Après le commissaire aux comptes saisit. Enfin bon. Voilà. Alors après, donc nous faisons un rapport qui premièrement décrit la convention. Et deuxièmement, on donne l'incidence financière. Bon. Il y a évidemment des discussions de temps en temps, auxquelles la société veut dire, mais c'est courant, des corrections normales, pas tant que ça, donc moi j'aimerais quand même mieux que, voilà, ça passe au conseil d'administration. Donc mais évidemment, nous ne portons pas d'appréciation sur les conventions en question, sauf si manifestement c'est des abus de biens sociaux. Là, c'est un autre sujet. Donc c'est une loi qui est très ancienne, hein, puisque ça date de la loi de 1867, le mécanisme, et qui ne couvre pas tous les conflits d'intérêts. Hein. Bon, d'abord, ça ne couvre pas tous les conflits d'intérêts. Ensuite, deuxièmement, ça ne couvre pas la question des rémunérations des dirigeants, même si de ce côté-là, il y a eu beaucoup de... Oui, c'est une question il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites depuis 2005-2006. Disons que on fait passer le rapport, on approuve le rapport, on les approuve en bloc. Hein, on ne les approuve pas en détail. Bon. Donc, si vous voulez, c'est un régime qui est mieux que rien, qui est probablement perfectible, mais évidemment, on peut le comprendre, les sociétés, notamment les cotées, poussent pas forcément à la roue de ce côté-là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, notamment parce qu'il y a maintenant des associations de défense des actionnaires plus actives que par le passé, Madame Colette Neuville en est l'exemple évident. Mme Colette Neuville regarde ces questions de près.
Parce que, encore une fois, c'est l'égalité entre les actionnaires qui se trouve mise à mal chaque fois que, parce que deux sociétés sont liées en capital, eh bien, elles font entre elles des opérations qui ne sont pas au prix de marché. D'accord, très bien. Mais c'est une étape importante dans les assemblées des grandes sociétés, des sociétés cotées. C'est un peu une espèce de rituel, parce que c'est généralement à la fin de l'assemblée que on va voir passer ces conventions. Alors, une précision d'ordre juridique, c'est vrai qu'il y a une pratique qui consiste à faire une approbation en bloc. En réalité, c'est quelque chose qui personnellement m'a toujours semblé un peu discutable, parce que dans la mesure où on est en conflit d'intérêts, c'est un des cas dans lesquels, dans la société anonyme, l'actionnaire intéressé ne prend pas part au vote. Oui. Et du coup, si vous avez 10 conventions réglementées sur lesquelles il faut voter en même temps, l'actionnaire qui est intéressé à une, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'il ne peut pas voter sur celle à laquelle il est intéressé, mais du coup, si on fait masse des conventions, il ne peut pas voter sur les 9 autres. Et du coup, on est en train de le priver de son droit de participer à une décision collective. Alors, les conflits d'intérêts, c'est une notion qu'on rencontre également en droit public. Est-ce que dans les sociétés d'économie mixte, vous avez trouvé des règles particulières, Anne-Charlène? Mais je ne suis pas certain qu'elle déroge beaucoup au régime. Encore une fois, c'est vrai qu'on retrouve dans les sociétés d'économie mixte les règles qui vont s'appliquer à des sociétés de droit privé. Le seul conflit d'intérêt qu'on peut rencontrer avec notamment la participation de l'État ou de la personne publique, c'est que notamment celle-ci puisse aller dans un sens qui lui convient. C'est pourquoi il y a notamment des contrôles par les actionnaires privés sur l'action qui pourrait être celle des personnes publiques, d'où le principe de l'économie mixte où finalement on travaille un petit peu dans la confiance l'un et l'autre. Les conflits d'intérêts, c'est évidemment quelque chose qu'on rencontre également dans le droit administratif, dans la composition des juridictions, etc. Donc, des règles pas forcément particulières pour les sociétés d'économie mixte, mais en tout cas, un problème qui mérite d'être posé à tous les niveaux, à tous les stades, et quel que soit le droit public ou privé concerné. Merci beaucoup Anne-Charlène. Alors, parmi les questions que vous posez, la question de savoir est-ce que l'on peut demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour. Alors, il y a des sociétés dans lesquelles ce droit est encadré, la société anonyme par exemple. Les autres sociétés, eh bien, ça va être soit des choses qui ne sont pas encadrées par les textes, mais que la pratique, si on est dans une société à responsabilité illimitée, généralement on va discuter des questions, parce que si notre patrimoine est garant des dettes de la société, ne pas aborder les choses lorsque l'on se rencontre sous prétexte qu'on n'a pas respecté une procédure particulière pour inscrire un point à l'ordre du jour, cela apparaît peu plausible. Dans une SAS, on peut imaginer que les statuts vont donner des indications sur le droit qu'a un associé de demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour. Après, effectivement, il faut faire attention parce que si on commence à discuter de quelque chose qui n'est pas à l'ordre du jour, on sait qu'on ne pourra pas prendre de décision sur ce point en règle générale. Et d'ailleurs, vous posez la question de la théorie des incidents de séance qui, oui, se cantonne normalement. Alors, effectivement, à la révocation des dirigeants, c'est-à-dire que la loi le consacre aujourd'hui pour la société anonyme, mais c'est une création de la jurisprudence. Si en cours d'assemblée, on s'aperçoit qu'il y a un motif ou nécessité de révoquer, je dis pas forcément un motif, parce que ça peut concerner des sociétés comme la société anonyme où la révocation n'est pas nécessairement fondée sur un juste motif, eh bien, dans cette hypothèse, même si on n'a pas inscrit le point à l'ordre du jour, eh bien, on va pouvoir procéder au remplacement et donc à la révocation, puis à la nomination d'un autre dirigeant, mais donc révocation du dirigeant qui ne donne pas satisfaction, ce que l'on vient de découvrir. Dans le temps qui nous reste, on va aborder la question des décisions extraordinaires, c'est-à-dire ces décisions extraordinaires, ce sont celles qui modifient les statuts de la société. Donc nous sommes partis en société, nous avons consenti à des règles de fonctionnement particulières, un certain montant de capital, une dénomination sociale, un siège, un objet particulier, des règles de fonctionnement spécifiées par nos statuts, et à un moment, nous décidons que nous allons modifier un ou plusieurs éléments des statuts. Ça peut être radical, comme un changement de la forme de la société. Ça peut être
aussi radical comme un changement d'activité, donc on va changer l'objet social, et ça peut être aussi quelque chose de plus léger, par exemple la dénomination de la société n'est pas suffisamment au goût du jour, eh bien nous allons, sur le modèle d'un certain nombre de sociétés, nous allons engager un cabinet spécialisé dans la recherche d'un nom susceptible d'attirer une clientèle, et nous allons procéder à un changement de dénomination sociale. En règle générale, il faut réunir une majorité plus élevée que pour les décisions ordinaires. Je dis en règle générale parce que cela varie en fonction du type de société, cela varie en fonction de ce que prévoient les statuts de la société concernée. On peut évoquer quelques-unes de ces décisions quand même. Changement d'objet social, il faut faire attention, si on change l'objet social, on est en train eh bien, de dire que la société peut faire un certain nombre d'activités et peut-être qu'elle n'a pas les autorisations nécessaires pour cela. Donc, avant de changer l'objet social et avant de commencer l'activité, il faut avoir vérifié que l'activité que vous souhaitez entreprendre, et là, je parle particulièrement aux entrepreneurs ou futurs entrepreneurs, il faut toujours vérifier que l'activité pour laquelle vous voulez constituer une entreprise, que ce soit une entreprise individuelle ou une société, eh bien que vous avez le droit d'exercer cette activité. Évitons de se trouver en situation où il y a facilement des sanctions pénales pour l'exercice de certaines activités qui sont des professions réglementées. Par exemple, si, inspiré par l'exemple de Dominique, vous décidez à l'issue de ce direct de vous lancer dans le commissariat aux comptes, eh bien, vous ne pouvez pas le faire sans un certain nombre de prérequis, diplômes, inscription sur une liste, et vous encourez pour le coup des sanctions pénales si vous vous lancez dans le commissariat aux comptes sans respecter ces conditions. Donc modification de l'objet social, d'autres modifications des statuts. Alors parmi les questions que vous avez posées, qui de l'AGO ou de l'AGE décide du choix de sous-traitant ou de la franchise? Voilà une belle question. C'est dommage que nous ne puissions pas attendre de voir les réponses que vous proposez, mais pour le coup, voilà une question intéressante, parce que qui décide du choix des sous-traitants ou de la franchise? Eh bien, a priori, moi je dirais comme instinctivement que ce n'est ni la GO ni la GE, parce que ce sont plutôt les dirigeants qui vont décider, mais vous allez voir que la réponse mérite une petite nuance. Ce sont plutôt les dirigeants qui décident que nous recourons à tel sous-traitant et pas à tel autre, ou qui décide que nous avons des franchisés ou que nous-mêmes rattachons notre société à un réseau de franchise, mais il faut quand même penser à l'hypothèse, pour la franchise particulièrement, où peut-être que notre nom, ou peut-être que notre objet social nous permet ou ne nous permet pas de rejoindre un réseau de franchise. Donc ce sont les dirigeants qui signeront les contrats, mais parfois il faudra avoir une autorisation de l'Assemblée générale extraordinaire, parce qu'il faudra peut-être étendre l'objet ou modifier certains éléments. Peut-être qu'un réseau de franchise ne va pas accepter que notre société participe à ce réseau de franchise parce que nous n'avons pas la bonne forme sociale, et donc on va nous dire qu'on peut nous accepter, mais à la condition que nous transformions notre société par action simplifiée, un peu originale, avec des clauses dans les statuts que le franchiseur trouve dangereuses. Eh bien, le franchiseur ne va pas, mais il faudrait parler ici de la franchise participative et nous ne rentrons pas dans ce débat. En principe, le franchiseur est bien distinct du franchisé. Si nous voulons que notre société rejoigne un réseau de franchise, on peut quand même nous demander de présenter certaines conditions en termes de solvabilité, en termes de statut. Voilà. C'était une des questions que vous posiez. Vous posez des questions également sur la fusion. Alors les fusions, ce sont des opérations lourdes, ce sont des opérations que peuvent faire les sociétés. Nous en avons déjà parlé lors de nos vidéos. Lors d'une fusion, par exemple, vous avez plusieurs opérations qui, comme la fusion, vous avez la scission, vous avez l'apport partiel d'actifs qu'on peut soumettre au régime des scissions, vous avez la dissolution, confusion. C'est une question qui vous pose des problèmes, celle de la dissolution d'une société, mais nous y viendrons juste après. En tous les cas, ces opérations
fusion, scission, apport partiel d'actifs, dissolution, confusion, ce sont des opérations dans lesquelles il va y avoir un effet de transmission universelle du patrimoine, c'est-à-dire que vous allez voir une société transmettre, ça peut être en cas de fusion, tout son patrimoine, en cas d'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions, c'est une partie de son patrimoine, mais dans ces opérations, une société transmet les biens, mais aussi le passif à une autre société. Alors, on fait appel dans ce cas-là à des professionnels pour évaluer, le patrimoine qui est transmis, mais ce sont des opérations qui sont des opérations de restructuration très importantes et qui vont conduire, pour la fusion par exemple, à ce qu'une société absorbante absorbe une autre société, l'absorbée disparaît, mais lorsqu'elle disparaît, elle transmet tous ses biens, tous ses droits, tous ses contrats, toutes ses dettes à l'absorbante, à l'exception de certains contrats qui ne vont pas être transmis parce qu'ils sont trop personnels, ils ont ce caractère d'intuitus personné. Alors, la fusion, c'est une des opérations qui emporte transmission universelle de patrimoine. Je vois que le temps passe vite, il faut parler de la dissolution. La dissolution, une question que j'ai vue sur le forum, concerne vous avez une question sur dissolution avec liquidation ou dissolution sans liquidation. Il faut comprendre qu'une société, vous le savez maintenant, sauf société en participation ou société créée de fait, une société a un patrimoine. Ce patrimoine, il va exister pendant un certain temps, et pendant ce temps, la société va mettre des biens, je parle de manière un peu simple, va mettre des biens, c'est-à-dire que la société va acheter des biens, va recevoir des biens, les apports des associés par exemple. La société va placer dans son patrimoine des biens, elle va signer des contrats, elle va contracter des dettes. Bref, il va y avoir de très nombreuses relations. Toutes ces relations, elles vont se trouver dans le patrimoine, à l'actif et au passif de ce patrimoine. Eh bien, ces différentes relations, si l'on décide que la société prend fin, on ne peut pas refermer le livre et puis dire, ben voilà, c'est fini, il n'y a plus de société. Donc, soit on procède à une liquidation, c'est-à-dire que ce n'est pas la liquidation au sens faillite, ce n'est pas la liquidation de la société qui n'a plus suffisamment d'argent pour payer ses créanciers. C'est-à-dire que l'on va vendre les biens de la société pour payer les créanciers de la société. Première chose. Ça, c'est la dissolution suivie d'une liquidation. Et dans certains cas, il n'y a pas de liquidation. Pourquoi? Parce que l'on ne fait pas ce travail de d'éplucher le patrimoine pour régler les créanciers avec le produit de la vente des biens de la société. Dans ce cas-là, on transmet tout le patrimoine. Et une société unipersonnelle, qui n'a qu'un seul associé, si cet associé est lui-même une société, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas de liquidation. Il y a une transmission de tout le patrimoine de la société dissoute à son associé unique. Et ça produit un effet de transmission universelle de patrimoine. Et dans ce cas-là, ça veut dire que toutes les dettes et tous les actifs, tous les biens de la société dissoute remontent à l'associé unique. Donc dans cette hypothèse, pas de liquidation. En revanche, ça veut dire que quand on a une société, une EURL, c'est une société donc SARL unipersonnelle, si son associé unique est une société lui-même, si on dissout l'EURL, eh bien tout le patrimoine remonte sur l'associé unique. En revanche, si c'est une personne physique, la loi prévoit une règle différente. Il faut procéder à une liquidation. Cela pour protéger la personne physique, parce que sinon, une personne physique pourrait se retrouver dans une société qui n'aurait plus de responsabilité limitée. Parce que si elle récupère toutes les dettes, y compris non révélées de la société, vous comprenez que son patrimoine tout entier pourrait y passer. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la dissolution de la société. Alors vous avez certainement d'autres questions qui vont arriver. J'en vois une par exemple lue sur notre forum. Peut-on créer une URL tout en restant associé d'une SARL dont on est associé majoritaire? Dominique, qu'est-ce que tu en penses?
Je te laisse la réponse. D'accord. Eh bien, en principe, oui, sauf si on entre dans une société qui nous interdit, de par ses statuts, ou pour certaines sociétés de professionnels, on va nous interdire d'exercer la profession simultanément par plusieurs sociétés. Mais en principe, oui, c'est la liberté d'entreprendre qu'Anne-Charlène, vous connaissez bien. Particulièrement, en effet. Que vous affectionnez particulièrement. Bien. Alors, nous avons parlé de beaucoup de choses une fois encore, et vous le savez maintenant, il faut pour terminer toucher quelques mots de notre cas pratique. Alors, notre cas pratique de cette semaine, il est consacré à une société anonyme particulière, la société anonyme Réunion Island, qui a pour dirigeant une personne qui va faire une opération un peu étonnante. Ça recoupe ces questions de convention réglementée qu'on évoquait tout à l'heure, mais ce n'est même pas forcément une convention réglementée, puisque on vous dit simplement que le dirigeant a utilisé ses pouvoirs pour faire acheter à la société un bien particulier, une planche de surf recouverte d'écailles d'huîtres perlières pour un prix de 2 millions d'euros, et ce, aux frais de la société. Eh bien, ce dirigeant, ce monsieur Puig, eh bien, on vous demande si l'Assemblée peut mettre fin à ses fonctions. Vous le savez, le jeu dans notre direct, c'est que je ne vais pas vous donner d'éléments de solution, mais simplement vous inviter à vous poser certaines questions que l'énoncé ne met peut-être pas assez clairement en évidence, mais cela, non pas parce que l'énoncé a été mal rédigé, mais parce qu'il faut vous faire réfléchir. Demandez-vous si lorsqu'on dit mettre fin aux fonctions, demandez-vous ce que cela désigne, car il me semble en lisant l'énoncé que ce monsieur Puig a plusieurs situations différentes au sein de la société. Bien. Chers amis, c'était une fois encore un grand plaisir de travailler et d'échanger avec vous. Je remercie Dominique Ledouble d'avoir participé à notre direct et d'avoir donné un éclairage vraiment intéressant sur la profession de commissaire aux comptes et sur son rôle. Je remercie Anne-Charlène Bédzina de sa participation et d'avoir aussi, de même que nos autres community managers que vous ne voyez pas à l'écran mais qui sont avec nous, d'avoir travaillé à repérer vos questions et à nous donner les questions les plus pertinentes. Et je vous remercie donc, et je vous remercie également pour votre participation, et je vous dis à la semaine prochaine pour notre dernier direct, puisque ce sera la semaine prochaine, la semaine 6. Merci beaucoup.